Bienvenue sur Fil Horizon, la chaîne dédiée aux personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Dans ce podcast, je vous accompagne vers la réunion. Pour cela, je vais devoir débusquer au préalable avec vous tous les freins potentiels qui vous bloquent le passage. Il est compliqué de se déplacer vers un endroit si l'on ne sait pas que le turbo du véhicule est en panne. De nos jours, il y a des voyants lumineux sur le tableau de bord. Permettez-moi alors d'être votre voyant lumineux. Tout d'abord, il serait utile de faire une mise au point concernant l'ego, car il jette la confusion étant donné qu'en français, il n'y a qu'un seul mot pour désigner plusieurs réalités. En sanskrit, on notera qu'il y a des mots différents. Par exemple, pour désigner le narcissisme utile pour sa construction, l'obscurcissement de la conscience, les parts protectrices, etc. En français, tout ça est chapeauté par le même terme qui vient du latin ego, voulant dire moi ou je. En psychologie, il désigne le moi, c'est-à-dire la représentation et la conscience que chacun a de lui-même. L'ego est souvent perçu comme la personnalité. Dans le domaine spirituel, l'ego est équivalent à ce qui nous empêche d'atteindre une forme de vérité et de profondeur. En philosophie, l'ego est assimilé au sujet pensant. Pour résumer, on dira qu'il s'agit du concept de soi-même. Lorsque je compulse toutes ces différences d'informations, je me dis que l'ego est la base narcissique utile à notre bon développement. Il est alors dangereux de s'en départir. Il est aussi le mental qui permet de réfléchir pour notamment se responsabiliser en tant qu'humain. La psychologie le voit donc comme le fondement de la personnalité et, à contrario, la spiritualité le voit comme une entrave à son développement. Ceci pourrait expliquer la bipolarité dans les explications données aux flammes jumelles. Parfois, on vous martèle que vous vous tirez une balle dans le pied avec votre ego. La fois d'après, on vous dit que si vous ne vous affirmez pas, c'est cuit pour la réunion. Cela pourrait expliquer aussi pourquoi un jour vous êtes à fond dans le parcours et pourquoi le lendemain vous en avez marre et vous avez juste envie de tout envoyer balader. C'est d'après moi, pas seulement en raison de la difficulté du parcours lui-même, qui nous oblige à regarder, nous introspecter et nous purifier, mais aussi en raison de la souffrance engendrée par la confusion. Comme le dit Adeline Gardinier, la souffrance, c'est ce qui est faux. Restons dans le champ spirituel puisque c'est celui qui nous concerne. Selon Krishnamurti, l'ego serait une fausse personnalité constituée de souvenirs et d'expériences. Donc, sur un plan de l'âme, l'ego du chaser est aussi illusoire que le faux self du runner. J'essaye en tout cas de vous faire relativiser cette question du faux self du runner. Ceci aussi pour vous faire comprendre que les jugements de valeur à propos du dysfonctionnement de votre autre ne sont pas propices à la réunion. Cela, vous l'avez bien compris puisqu'il s'agit d'un parcours pour
découvrir l'amour inconditionnel. Mais je sens bien que à propos du faux self du runner, ça bloque légèrement. Entre parenthèses, je ne vois pas comment les personnes qui posent des jugements comptaient attirer ou se réunir à leurs jumeaux ou leurs jumelles, étant donné que le radar d'un yin runner fonctionne à merveille. S'il sent même énergétiquement qu'une part de lui est mal comprise, mal acceptée et jugée, pourquoi aurait-il envie de revenir vers vous? Fabien Marchand éclaire très bien le malentendu dont les runners font l'objet. Pour ma part, j'aurais du mal à revenir vers quelqu'un si je sens qu'il ou elle me juge. Je vais bien sûr tenter de me faire comprendre, mais si la personne reste sur ses positions, je ne vais pas insister. Puisque n'oubliez pas, je suis yin runner, donc je n'ai pas envie d'insister. Et revenir ultérieurement vers l'autre sans acceptation inconditionnelle et réciproque serait pour moi comme reprendre la relation dans un aveuglement et pas dans l'amour. Ce n'est donc, dans cette logique, pas pour vous faire souffrir ou par sadisme qu'un yin runner vous fuit, mais il le fait à juste titre. Alors, parmi les choses curieuses que j'ai observées à propos de l'ego, je vais vous en dépeindre quelques-unes et j'espère qu'elles vous aideront à les dépasser pour pouvoir vous libérer. La première situation, je la cite juste à titre informatif, c'est la flamme jumelle qui poursuit son autre en parfaite inconscience, donc je parle de celle qui poursuit, et qui n'est pas consciente d'être dans un lien de flamme jumelle, mais elle est mue par le magnétisme entre les deux jumeaux. L'ego, dans sa définition d'obscurcissement mental, apporte certains écueils comme la volonté d'avoir raison, le manque de discernement et le déni aussi, la façon de se mentir à soi-même. Ceci n'est pas exhaustif, bien sûr. Deuxièmement, la flamme jumelle qui, bien qu'ayant connaissance du lien et du parcours de flamme jumelle, ne parvient pas à lâcher prise avec son ego, et même accompagné des meilleurs thérapeutes de flamme jumelle. Cela en raison de la puissance de l'ego qui pilote fortement l'être. La personne qui est soumise à son ego ne peut mieux à l'instant T. Il n'y a pas à se fustiger ni à s'en vouloir. Elle agit avec le maximum de conscience dont elle dispose jusqu'à la prochaine illumination et le prochain palier de conscience. Troisièmement, je vais parler de la flamme jumelle qui, après un parcours plus que méritant, aspire à être dans l'amour inconditionnel d'elle-même et de son autre, et qui ne comprend pas le choix de sa flamme jumelle. Pourquoi il ou elle reste-t-il avec son ou sa conjointe? Pourquoi il ou elle continue à se sacrifier dans son travail ou sa mission de vie? Pourquoi il ou elle ne veut pas vivre avec moi? Cela m'amène alors à poser la question, qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Je tâcherai d'y répondre dans un prochain podcast. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, il va falloir lâcher même au niveau de ce qu'on appelle les énergies tierces. C'est-à-dire
acceptez radicalement et pleinement le choix de votre autre. Quant à la question de rester ou pas en contact en tant qu'ami, l'alignement pour moi suppose la justesse. Vérifiez, donc je vous invite à vérifier si c'est juste pour tout le monde, pour toutes les parties. Quatrièmement, la flamme jumelle qui renonce après avoir effectué en conscience tout ce qui avait été décrit dans les textes sur les flammes jumelles ou les vidéos sur YouTube. Et cela, bien sûr, dans le but d'atteindre la réunion. Ou alors, avoir appliqué ce qu'il ou elle a compris de tout ce qui avait été partagé. Ce n'est pas toujours clair et bien sûr, on peut aussi soi-même comprendre de travers. Je ne sais pas quel travail vous avez accompli, mais déjà, je vous félicite parce que c'est loin d'être une sinécure. Permettez-moi de vous faire voir qu'il s'agit d'un équilibre à atteindre. Parce que tout ce que nous vibrons à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Si dans la vie concrète, il n'y a pas l'équilibre que vous attendez, donc j'imagine la présence au quotidien de votre jumeau ou votre jumelle, questionnez-vous sur ce qui se passe en vous. Écoutez-vous. C'était quoi ce travail que vous avez fait? Était-il juste et écologique pour vous et pour votre jumelle ou jumeau? L'avez-vous fait en partenariat avec lui ou elle? Même dans votre cœur, je dirais, si vous n'avez plus de contact. Ou avez-vous travaillé seul dans un coin de votre tête? Comme je l'ai dit précédemment dans un autre podcast, travailler à sa complétude conduit fortement à sa complétude, mais peut-être en étant tout seul. Préparer son cœur à accueillir sa flamme jumelle est d'un autre ordre. C'est inclure l'autre dans son cœur et dans sa vie, pas uniquement dans ses pensées. Du reste, pour ma part, concernant mon expérience, je ne me suis pas fendue d'un travail acharné dans la mesure où j'ai très vite vu que tout le travail menait vers moi. Tous les échanges avec mon jumeau me ramenaient à chaque fois à moi. Et donc, je me suis appliquée à observer ce que je ne voulais pas voir jusqu'avant la reconnexion avec mon jumeau. Je n'ai pas eu véritablement l'impression de travailler, sauf la sensation que je n'avais pas d'autre option, je n'avais pas le choix. Je devais désormais tout voir en conscience. C'était cela l'essentiel de mon travail. Débusquer mon faux self et être dans l'acceptation de moi-même, de mon jumeau, de la situation et de notre lien hyper mystérieux. Le cinquième cas, ce sont les Yang Chasers qui en réalité sont des Yin Runners qui se voilent la face. J'ai découvert cette notion à travers les vidéos des jumeaux être et vivre sa vérité ou être et vivre sa flamme. Et je vous avoue que lorsque j'ai entendu cette phrase, elle s'est détachée de toutes les phrases en surimpression et je l'ai trouvée très curieuse. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Comment est-ce possible d'être un runner et de se prendre pour un chaser? Et en réalité, c'était mon cas. C'est-à-dire que le faux self est tellement
puissant à protéger la personne vulnérable à l'intérieur qu'il préfère aller vous faire croire que vous êtes chaser pour vous planquer au mauvais endroit et donc faire le travail dans le mauvais sens et de rester peinard dans votre coin sans que jamais rien ne se produise et que votre jumeau et vous ne puissiez vous réunir. C'est bien plus confortable, n'est-ce pas? Alors, le 6e point, cela concerne les chasers qui ont peur, en réalité, de la réunion, mais qui ne le savent pas. Donc, c'est refoulé dans un endroit de leur inconscient. Donc, ils pensent faire tout ce qu'il faut, ils pensent se diriger vers la réunion et dans un angle mort, ils ne voient pas qu'en réalité, ils se sabotent complètement parce qu'ils ont carrément peur de cette réunion. Et il ne s'agit pas de switch. C'est vraiment une part du chaser qui le freine et qui le sabote. Néanmoins, n'étant pas en conscience, il n'est pas au courant. Il voit juste dans la matière, il ne peut que constater que les choses ne se mettent pas. Sauf que s'il creuse bien, s'il s'introspecte bien, s'il est vraiment honnête avec lui-même, il verra que tout cela part aussi de lui. Alors, le dernier, donc le 7e et tout dernier point que je vous partagerai, il y en a certainement d'autres, mais voilà, il faut simplement que je limite un peu mon champ de travail. C'est pour moi le cas le plus répandu, celui de la personne quittée brutalement et dont la séparation a causé une souffrance telle que l'ego, dans sa partie protectrice, a créé un nouveau mécanisme de défense, qui est le déni. La fonction de l'ego dans ce cas-là est de maintenir le lien à tout prix, de peur de nous laisser submerger par la blessure d'abandon ou de rejet. Or, dites-vous bien que l'énergie de peur contracte l'âme et que le véritable abandon ou rejet a déjà eu lieu en réalité. Non pas parce qu'on vous a fui ou quitté, mais questionnez-vous si vous ne vous êtes pas abandonné ou rejeté vous-même dans cette situation. Demandez-vous si vous vous êtes ne fût-ce que accordé le temps nécessaire au deuil ou à l'acceptation de la nouvelle situation après la rupture. Ou alors, si vous ne vous êtes pas raccroché au phénomène de flamme jumelle, comme je vous en avais fait part dans mon récit avec mon ex-compagnon avant ma flamme jumelle. Je le relate dans le podcast qui s'appelle « Le destin en chemin ». Flamme jumelle ou pas, je vous invite à vous honorer avant toute considération pour quiconque. Pour résumer ce propos, en ce qui concerne l'ego, je ne le surévalue pas, tout comme je ne le sous-estime pas. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir discerner de quelle part on parle exactement. Certaines d'entre elles nous sont utiles à notre bon développement, d'autres sont à pacifier. Et aussi, ne nous trompons pas de chemin. Concernant les yin runners, celui-ci gagnerait par exemple à être un peu plus développé pour équilibrer la conscience intellectuelle, alors que chez un yang chaser, il mériterait
au niveau par exemple de l'ego contrôlant, d'être pacifié, relativisé. Donc voilà, c'est beaucoup plus délicat comme travail que simplement de se dire dégageons cet ego, il nous bousille la vie. Non, il faut vraiment essayer d'avoir une certaine hauteur et avoir une certaine acuité pour y travailler correctement. Je vous rappelle aussi que l'équilibrage se situe au niveau de nos 4 consciences, donc la conscience corporelle, la conscience intellectuelle, la conscience émotionnelle et spirituelle. Je continue donc à développer tout cela, tous mes propos en route avec vous vers votre réunion. Prenons de la hauteur et ouvrons l'horizon. Je vous remercie de votre écoute et de votre bienveillance. Au revoir et à bientôt.